La photo, disons, la photo de la situation idéale, c'est-à-dire, pour en finir, on fait quoi? La révolution mondiale, on fait quoi? En fait, la révolution mondiale, c'est l'idéal. Mais entre-temps, si on n'arrive pas à le faire. Déjà, aujourd'hui, je pense que la nécessité, c'est que déjà notre camp social, il relève un peu la tête. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on est dans une période où il y a déjà plus de 900 000 chômeurs en l'espace d'environ 8 à 9 mois, où tu as quasiment plus de 500 plans sociaux. Il y avait même un patron dans je ne sais plus quel papier qui trouvait, il a dit, le patron a dit du MEDEF, la situation est anormalement calme. Ils craignent une émergence, un nouveau gilet jaune ouvrier, en fait, qui n'arrive pas encore à voir. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as 500 plans sociaux, quand tu as l'équivalent, rappelle-toi ce qu'on a connu dans la période après 2008 avec Continental, Goodyear, ou encore un peu plus récemment les GMS avec les bonbonnes de gaz, les menaces de faire exploser les usines, les séquestrations de patrons, les chemises arrachées. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps. Et on n'est même pas au niveau, le niveau de cette période-là était faible. Aujourd'hui, il y a des plans sociaux, mais par centaines, en fait, à des grands groupes. Le Michelin se porte très bien. Michelin a fait plus 9,6% de productivité de bénéfices l'an dernier. Total aussi, en fait, c'est ultra dogmatique. Il y a une voie, on peut dire qu'il y a la voie électorale et puis il y a la voie, disons, de la lutte qui sont parallèles et qui peuvent... Moi, je ne suis pas pour opposer les deux, parce que pour moi, la voie électorale, moi je suis... notre stratégie, c'est la stratégie de la révolution citoyenne, ça passe par les luttes et les urnes. J'oppose pas les deux. Je veux dire, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas d'accession au pouvoir et de rupture avec le système existant s'il n'y a pas une mobilisation, une société mobilisée, des rapports de force et des batailles. Et c'est là où je te rejoins, c'est que bien évidemment que le patronat ne se laissera pas déposséder de son pouvoir et la lutte sera acharnée. Mais pour moi, les deux s'articulent. Voilà, il n'y aura pas de conquête du pouvoir sans lutte, et y compris une fois que le pouvoir, que la victoire, par exemple, aux élections présidentielles est acquise, c'est le commencement, tout commence. Parce qu'à ce moment-là, il faut une constituante, il faut un rapport de force, et oui, il faudra toujours des mobilisations, parce qu'ils n'accepteront pas, comme ça, sans sourciller, qu'on leur mette une loi d'interdiction des licenciements, qu'on leur impose une redistribution des richesses, qu'on nationalise un certain nombre de secteurs clés, qu'on organise véritablement les contre-pouvoirs dans toute la société. Non mais après, ça c'est un débat. C'est un débat dans la gauche, mais qui est intéressant. C'est est-ce que lorsque tu as un candidat à gauche ou plus à gauche, en fait, est-ce que c'est plus intéressant, on va dire entre guillemets, à travailler, même pour un militant d'extrême gauche, en fait, même pour un militant révolutionnaire, parce qu'on n'est pas tous obligés d'être pour la révolution prolétarienne et la dictature du prolétariat. Mais il y a ce débat-là. Est-ce que avoir un tremplin, ça permet. Moi, j'ai donné un exemple. Enfin, après Allende, c'est Pinochet qui arrive. Le Front populaire, à un moment donné, les gens se retournent et vont vers le fascisme parce que il y a tellement de choses. Le moment où tu donnes trop d'espoir aux gens, parce que moi, je suis d'accord que la lutte et c'est bien de voir que la lutte va être nécessaire. Mais le problème, c'est que pourquoi en fait on perd du temps? Pourquoi en fait il y a besoin d'une transition? Pourquoi si on considère que c'est à travers la lutte qu'on a besoin de faire les choses, même si la question électorale, moi, je la considère purement propagandiste, en fait. Mais s'il faut lutter, quoi qu'il arrive, in fine, contre le patronat, il faut l'organiser dès maintenant. On a besoin, en fait, de se mettre en ordre de bataille, de construire, en fait, le rapport de force le plus large. Moi, quand je vois qu'il y a 500 plans sociaux et qu'il y a un silence assourdissant, une atonie de l'ensemble des directions du mouvement ouvrier, qui encore, c'est très bien, va y avoir grève le 23 janvier, une journée de manifestation le 23 janvier prochain, va y avoir une journée le 26 janvier pour les profs. On continue les stratégies de la défaite, c'est-à-dire les journées éparpillées, les journées saute-mouton, etc., et que je te fais 24 heures par-ci, par-là, alors qu'il y a des gens qui, réellement, aujourd'hui, se sont retrouvés au chômage, se sont retrouvés sous le seuil de pauvreté, et qu'il y a une nécessité, en fait, de redonner une perspective, qui est une perspective, en fait, de lutte dans la période. Alors, si on ne lutte pas dans la crise, quand est-ce qu'on lutte? Anas, on va retourner, donc... j'ai pas retenu son nom. David Kayla. David Kayla. Mais c'est vrai, enfin, ce que dit Daniel, déjà, on se retrouve souvent dans les luttes. Moi, j'ai énormément de respect pour les camarades de la France Insoumise, que ce soit Daniel, que ce soit Éric Coquerel, David Guiraud et d'autres qui viennent sur les piquets, qui viennent dans les assemblées générales, qui hésitent pas à prendre la parole, à venir lorsqu'on est réprimé, parfois à rentrer même dans les commissariats pour essayer d'appuyer. On se respecte beaucoup mutuellement. Après, c'est vrai qu'on a de fait des désaccords, après stratégiques, politiques, etc., programmatiques. C'est moi, par exemple, avant même que je sois militant au NPR, moi je me rappelle
ce qui me dérange un peu dans ce que disait Mélenchon et dans la manière dont ça doit s'articuler la politique et les luttes, c'est que par exemple, c'est pas la même chose d'appeler à renforcer une grève, à appeler à la grève générale, à la généralisation de la grève pour lutter, pour faire reculer un gouvernement, pour les battre et en fait venir soutenir les luttes. Moi, je me rappelle par exemple en 2016, je me rappelle en 2018, Mélenchon était venu au moment de la réforme ferroviaire. Il a fait un discours dans une assemblée générale, remerciant aussi le combat des cheminots et autres. Mais à un moment donné, il sort. Souvenez-vous qui a fait passer ça. Moi, je le ferai retirer en 2022. Et la plupart du temps, Mélenchon dit ça. Moi, je dis pas qu'il ferait pas retirer les choses, mais je dis que c'est une différence. Moi, j'appelle à ce que ça soit notre classe qui en fait lutte pour pouvoir retirer en fait les choses qu'on devrait en fait nous ce qu'on a besoin c'est de renforcer en fait les luttes, de les généraliser. Pareil, moi j'avais un désaccord le 5 décembre où Jean-Luc avait dit notamment on soutient le 5 décembre mais c'est dommage que ça soit pas un samedi pour pouvoir éviter de perdre du pognon. Mais nous on veut perdre du pognon. Moi, je gagne 1600, 1700 euros. Moi, avec ma femme, on a fait 60 jours de grève. J'ai 2 gamins. On a fait 60 jours de grève jusqu'au bout. Et l'ensemble de mes camarades, on a sacrifié. On est prêt à faire des sacrifices énormes en fait pour gagner. On est prêt à lutter en fait du matin au soir. Tu sais, on a multiplié les piquets, les manifestations et c'est pour ça qu'on considère en fait que la lutte de classe elle est centrale pour pouvoir faire reculer. Et pour faire la transition avec ce que disait David, il y a une citation magnifique de Rosa Luxembourg. Je vais à peu près paraphraser. Elle disait notamment que la révolution avant qu'elle arrive, elle semble impossible. Et lorsqu'elle est là, elle devient inévitable en fait. Et qui aurait cru une seule seconde que des milliers de gens, en fait, sur une question de gouttes d'essence, sur une question de taxes sur le carburant, allaient se retrouver, en fait, à envahir l'Arc de Triomphe et à taguer les gilets jaunes triompheront, justice et vérité pour Adama. Qui aurait pu penser une seule seconde que des travailleurs de la RATP, de la SNCF, et notamment la SNCF, c'est en 2018, on avait fait 3 mois de grève, et 1 an et demi après, on s'est retrouvé à faire 60 jours de grève. Qui aurait cru qu'il allait avoir un ballet de l'opéra, en fait, qui allait partir en grève reconductible? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on voit aujourd'hui qu'il y a un vent de fraîcheur, de lutte, de combativité qui revient. C'est faux ce que dit David. L'ensemble des mouvements et des moments révolutionnaires arrivent dans des périodes de combinaison entre une crise économique, enfin je sais pas, la crise de 29, regardez en fait l'histoire entre la Première Guerre mondiale, la crise de 29 et la Seconde Guerre mondiale, mais il y a des situations révolutionnaires. En Allemagne, la révolution chinoise, la révolution russe, enfin je sais pas, il y a jamais personne qui a fait une révolution dans la plénitude. Tu fais pas la révolution généralement quand tu as ton petit bout de vie. On peut dire que tu fais la révolution quand tu sens que tu vas sombrer dans la pauvreté et que quand tu y es déjà, tu essaies juste de survivre. Mais bien sûr, mais la crise de 29, c'était l'extrême pauvreté. Il n'y a pas besoin d'être dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, les choses, elles ont évolué. La politique a évolué aussi. Tu as eu une période de restauration bourgeoise et aujourd'hui, tu es dans une période où il y a une crise organique qui s'intensifie. Tu sais, après la chute du mur de Berlin, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le marxisme, le communisme, etc., vos histoires de révolution ouvrière, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est place au néolibéralisme, place au système capitaliste parce qu'il donne du boulot, etc. Mais au final, on a vu que cette période-là, aujourd'hui, depuis 2008, entre ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Espagne, le printemps arabe, ce qu'on a vécu au Chili, en Équateur, en Bolivie, les manifestations extraordinaires aux États-Unis, comment on peut penser une seule seconde, en fait, après avoir vu des milliers et des milliers de gens à Minneapolis, à Berlin, à Paris et ailleurs, en fait, que l'essor, c'est Montebourg qui vient avec son miel des montagnes et qui s'est réveillé en 2020, 2021 parce que il y a une histoire de retard sur le vaccin. Enfin, à un moment donné, c'est pas très sérieux. Moi, je dis très sincèrement. Après, libre à eux. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec le jeu politique et ceux qui veulent se présenter. Mais je dis sincèrement que notre combat à nous, en tout cas, il va être dans celui de lutter dès aujourd'hui, en fait, face à la vague de licenciements, face à la vague de plans sociaux et on a la nécessité de pouvoir lutter, de pouvoir se réveiller. Parce que en 2022, les camarades de Grand Puy, ils seront déjà au chôme du. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont déjà perdre leur emploi. Les camarades de Michelin, c'est pareil, Bridgestone et autres. On peut pas attendre 2022 pour penser qu'on doit changer les sociétés. C'est dès aujourd'hui. Et si tu me permets 2 choses, parce que sinon je vais zapper. Il y a notre camarade, notamment, je voulais passer un petit mot, notre camarade Gaël Kirant de Sud PTT, qui demain a un rassemblement le jeudi 14 devant le tribunal pour sa réintégration. C'est un camarade qui lutte
comme jamais, comme très peu, et qui au final va lutter pour sa réintégration. Il s'est fait virer de force par Pénicaud, alors que rien ne l'accusait. Il a toujours gagné ses procès, et puis Pénicaud est venu entre deux pour essayer de donner le tampon au patronat. Le jeudi à 9h30 au tribunal de Cergy, j'appelle vraiment massivement les camarades à aller le soutenir.